Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire Focus No Tourisme des jeudis de la Viti. Merci d'avoir consacré un petit peu de temps ce soir. On va essayer de discuter ensemble. Je vais vous présenter quelques données, quelques informations pour essayer de réfléchir à vos offres no touristiques, la façon dont vous pourriez vous engager dans ces activités, peut-être même êtes-vous déjà engagé, et donc dans un souci d'amélioration continue, de pouvoir faire peut-être une petite veille à travers ces informations sur la façon dont vous allez pouvoir évoluer aussi dans vos activités. Donc au programme, je vous propose déjà de découvrir la cellule Conseil Tourisme pour ceux qui ne la connaissent pas. On va faire un petit tour d'horizon ensuite sur les tendances de l'œnotourisme en Champagne ou ailleurs, d'une manière globale, et puis aussi les attentes des œnotouristes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils viennent sur un vignoble? La clientèle évolue, les demandes évoluent, il y a des opportunités, et c'est en maîtrisant finalement les tendances, en essayant d'avoir cette veille permanente que l'on peut ensuite travailler son offre, la faire évoluer pour répondre au mieux aux attentes de la clientèle. Et puis on fera un petit focus sur le no-tourisme durable, comment est-ce qu'on peut y réfléchir, développer une démarche d'accueil éco-responsable. C'est une démarche qui peut être volontaire aujourd'hui de s'intéresser à le no-tourisme durable, mais qui sera peut-être finalement dans quelques années obligatoire. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir anticiper la réglementation et les mises aux normes dans tous les domaines. Alors la cellule Conseil Tourisme de la Chambre d'agriculture de la Marne, elle existe déjà depuis pas mal d'années. Donc moi je suis Alexandrine Daven et je suis conseillère spécialisée en développement touristique au sein de la cellule Conseil Tourisme. Donc on accompagne les porteurs de projets tout au long de l'année sur des études de faisabilité, de l'accompagnement, sur de la stratégie, marketing et puis sur des formations spécialisées. Aujourd'hui, on propose des parcours autour de l'hébergement et de l'œnotourisme avec un package de parcours de formation, notamment les clés de la création d'un hébergement touristique qu'on a l'habitude de développer et de l'accompagnement individualisé pour définir quels sont les leviers de réussite finalement pour développer un hébergement touristique en 2025. Cette année, on a 2 sessions de formation qui seront organisées, chacune de 2 jours, avec une première session la semaine prochaine, le 3 et 4 février. On a déjà une dizaine d'inscrits. Et puis une autre qui sera réalisée le 9 et 10 octobre. Ce parcours de formation, il peut être complété par un parcours œnotourisme. Donc là aussi, on a un parcours de formation qui s'appelle de la vigne à l'expérience client, professionnaliser l'accueil sur l'exploitation pour savoir comment valoriser son savoir-faire et son territoire sur 2 journées, avec en complément un accompagnement individualisé. Donc là, les prochaines sessions auront lieu en mars 2025, le 13 et 14 mars 2025 plus particulièrement. C'est moi qui animerai l'ensemble de ces formations avec un programme dense de 2 jours qui abordera bien aussi les tendances, mais le concept, la création d'un concept, le développement de votre stratégie touristique, les financements éventuellement accessibles, et bien sûr toujours dans nos formations un volet réglementation pour adapter ces offres à la réglementation en vigueur. On travaille en étroite collaboration avec le syndicat général des vignerons au niveau du service juridique et puis aussi avec l'ADT de la Marne qui intervient régulièrement dans nos formations. Parallèlement, on réalise des accompagnements individualisés sur mesure qui sont complémentaires des formations en fonction des besoins de chaque porteur de projet. Alors, on a la chance d'accompagner pas mal d'hébergements et de projets touristiques chaque année et on a le plaisir, en fin de projet, d'avoir quelques belles adresses comme référence, notamment l'Escale des Zones chez David, les côtés d'Antoinette, le château de Corbicy et aussi des hébergements insolites qui ont vu un certain engouement après le Covid avec des projets plus nombreux, les cabanes notamment de la Prelle et puis aussi récemment l'auberge de Saint-Fervieux qui a développé des tipis qu'on a eu la chance d'accompagner dans leurs projets. Voilà, je vois qu'il y en a qui nous rejoignent. Alors cette intervention, j'aime bien qu'elle soit assez interactive. C'est vrai que je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Vous êtes 15 participants aujourd'hui. Merci à vous. Et donc n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions pendant l'intervention. Je vous relègue pas tout à la fin, autant qu'on puisse échanger pendant l'intervention si vous avez des questions à me poser.
je verrai notamment une petite main levée dans le support technique. Et puis Camille est là pour les voir avant moi si besoin, n'est-ce pas Camille? Tout à fait. Alors, quand on parle tendance, moi j'aime bien avoir une notion d'observation et on regarde chaque fin d'année l'observation de la saison touristique. Donc, je vais aller récupérer quelques chiffres pour vous donner un petit peu le bilan de la saison 2024 pour ceux qui ne l'auraient pas vu encore. On a plutôt un bilan de saison qui est assez positif en Champagne, dans la Marne notamment, avec une nette augmentation des nuitées marchandes et non marchandes, avec un taux supérieur de 3,2% par rapport à l'année précédente, ce qui est plutôt positif parce qu'on a eu une météo plutôt maussade et puis on a eu un effet Jeux olympiques. Finalement, les Jeux olympiques ont créé une constriction de la fréquentation et je pense que cet effet Jeux olympiques, on l'aura davantage en 2025. Donc on a des nuitées françaises qui sont stables sur le territoire, plus 0,5%, c'est-à-dire à peu près similaire à ce qui est observé en région Grand Est. Mais par contre, et on en parlera un petit peu plus tard dans les slides que je vais vous présenter, on a des nuitées étrangères en hausse, une nette hausse de plus 6,7%. Et donc, contrairement à ce qui a été observé au niveau national, la fréquentation d'été a été meilleure qu'en 2023, en tout cas sur notre territoire. Et cette clientèle étrangère qui abonde de plus en plus sur la Champagne. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une véritable intention de visiter la Champagne. La Champagne, c'est aujourd'hui une destination à part entière. C'est pas simplement une étape, comme on pouvait le voir il y a quelques années sur un parcours, hein, mais il y a une recherche de préparation du séjour en Champagne. On voit que le parcours client s'affine avec des envies d'expérience et de dégustation à travers des offres construites pour la clientèle touristique. Alors j'avais envie de faire un petit focus sur une étude qu'a réalisée Sylvie Joly, qui est consultante et chercheuse en stratégie touristique, qui nous a présenté il n'y a pas très longtemps un bilan assez éclairant sur l'évolution de l'œnotourisme en Champagne au cours de la dernière décennie. J'ai bien aimé cette présentation, je voulais vous en faire un petit retour pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de la découvrir. Et cette présentation nous parle de la consolidation de Paris-la-Champagne en tant que méta-destination, c'est-à-dire que notre modèle touristique actuellement repose en partie, pas que bien sûr, mais sur un type de modèle de voyage combiné entre Paris et la Champagne. On a de plus en plus de voyageurs qui font une escapade en Champagne dans leur itinéraire parisien. Et donc, on voit bien que ce phénomène renforce la complémentarité entre ces deux territoires et positionne la Champagne comme finalement une extension naturelle du séjour parisien, en particulier pour les clientèles internationales, mais pas que, puisque sur Paris, on a bien sûr les clientèles en transit international qui vont trouver dans l'expérience Champagne un complément de séjour, mais on a aussi bien sûr les habitants permanents et des habitants temporaires que peuvent être des étudiants ou des internationaux, des professionnels en mission ou en tourisme d'affaires. Donc c'est une tendance à suivre en tout cas sur ce côté méta-destination. On voit déjà des chiffres intéressants autour de Paris avec cet effet post-Jeux Olympiques dont je parlais tout à l'heure. Quelques chiffres parlent d'eux-mêmes en cette fin d'année, plus 15% d'arrivées aériennes en enveloppe de 2024 par rapport à 2023. Plus 29% là encore d'arrivées aériennes entre le 20 décembre 2024 et le 5 janvier, plus 34% de longs séjours pendant les fêtes de fin d'année et plus 20% de visiteurs internationaux attendus en janvier 2025. Donc on voit là tout l'intérêt de s'intéresser à cette combinaison Paris-la-Champagne, parce qu'il y a aujourd'hui peut-être finalement une justification de ces chiffres d'augmentation de la clientèle internationale par le biais de cette combinaison. Alors on voit donc une internationalisation, mais on a d'autres tendances ressenties.
notamment un rajeunissement du public. C'est vrai qu'on a eu pendant des années des chiffres qui nous montraient une clientèle CSP+, certes, mais plutôt sexagénaire, une clientèle plus âgée, qui avait les moyens de venir en Champagne. Et bien aujourd'hui, on constate un public plus jeune et curieux, de plus en plus de trentenaires parisiens, mais aussi des étrangers plus jeunes, clientèle européenne notamment, qui viennent en Champagne, qui veulent apprendre davantage sur la Champagne, le métier de vigneron. Mais attention, c'est une clientèle aussi différente. La clientèle est plus jeune, donc elle veut un accès rapide aux disponibilités, à la réservation en ligne, de savoir exactement précisément où se situe l'offre no touristique. C'est une clientèle qui est habituée aux réseaux sociaux. Ils utilisent aussi eux-mêmes l'intelligence artificielle. Ils sont donc aguerris aux nouvelles technologies. Alors ça demande en face une sorte de réactivité, un professionnalisme à augmenter, mais on a quand même une nouvelle génération de vignerons, peut-être que vous en faites partie, qui sont plus ouverts à l'international et plus ouverts aux technologies, et qui peuvent appréhender progressivement cette nouvelle jeunesse, cette clientèle qui arrive progressivement en Champagne. Donc l'internationalisation, le rajeunissement, mais aussi la premiumisation, donc une montée en gamme du tourisme en Champagne. On le constate, on a une montée en gamme d'hébergements, avec des hébergements de plus en plus qualitatifs. On voit des investisseurs arriver en Champagne. On voit notamment l'hôtel Margot qui s'est ouvert à Épernay. On voit dans l'Aube également de nouvelles adresses comme l'hôtel Oco qui vient de s'ouvrir, ou qui va s'ouvrir d'ailleurs, je ne sais pas, assez prochainement. On voit voilà, ici et là de nouveaux investisseurs qui donc ont fait des études de marché et qui ont décidé de venir en Champagne. Donc c'est un bon indicateur du développement de la destination et donc du potentiel pour le développement des offres touristiques et no touristiques parallèlement. Donc on a des touristes qui se perfectionnent, qui sont mieux informés, plus passionnés, qui ont une meilleure connaissance de la région, du Champagne, et donc il faut l'anticiper pour pouvoir aussi proposer des offres adaptées. Alors comment capter finalement, faire de cette tendance une opportunité, de capter cette clientèle parisienne, internationale, plus jeune, plus premium? Eh bien, ça va être une démarche de réflexion autour, bien sûr, de la construction de vos offres, mais aussi autour de la communication que vous pouvez faire pour attirer cette clientèle, notamment de mettre en avant la proximité avec Paris, ce qui n'est pas toujours évident en termes de situation géographique. C'est vrai qu'il faut pouvoir parfois prendre du recul, et ce qui nous paraît, nous, extrêmement évident de se positionner, de se situer sur une carte de France ne peut ne pas l'être pour des clients étrangers notamment. Pour autant, la distance, on le voit dans l'étude de Sylvie, n'est plus une problématique, puisque la clientèle internationale, si on parle des Australiens, faire 45 minutes de TGV, c'est pas du tout un problème pour eux, ou de faire 1h30 de voiture n'est pas du tout un problème pour eux, puisque l'échelle n'est pas du tout la même par rapport à leur échelle de déplacement territorial. Donc évidemment, ça veut dire proposer des expériences aussi adaptées à ces courts séjours, parfois même des séjours qui ne sont pas des séjours, mais simplement des excursions d'une journée sur le territoire, avec des offres un petit peu flash. Et puis optimiser le référencement web et les contenus multilingues me paraît évident. Ça impose aussi de travailler avec des partenariats, pourquoi pas des hôtels sur Paris, des conciergeries, de créer des offres exclusives pour tous ces visiteurs parisiens. Je vous ai mis quelques idées, notamment à côté. Voilà. Une autre obligation également, c'est d'explorer son storytelling et donc d'associer le Champagne aux expériences iconiques que peuvent représenter Paris et son environnement, donc la gastronomie bien sûr, mais aussi la culture, le patrimoine, raconter l'histoire du Champagne, trouver des anecdotes, parce que ça les étrangers en sont friands, et créer du contenu attractif, notamment pour les réseaux sociaux. Donc par exemple, un post Instagram, Facebook, Paris et Champagne, une alliance pétillante. Saviez-vous que notre domaine est situé à seulement 45 minutes de Paris?
profitez d'un séjour dans la capitale pour une escapade exclusive au cœur du vignoble en Champagne. Découvrez nos visites privées et dégustations. Voilà, un moyen de capitaliser sur l'idée de faire une combinaison de séjours touristiques entre Paris et la Champagne. Autre suggestion ou opportunité, travailler en collaboration avec un hôtel ou une conciergerie parisienne avec création d'une offre spéciale pour les clients de l'hôtel X ou Y à Paris. Séjourner à Paris, profiter d'un accès privilégié à nos expériences œnotouristiques en Champagne, visites privées, dégustations, etc. Rencontres exclusives avec le viticulteur, bref, réserver via votre concierge pour bénéficier d'un accueil exclusif. Donc, il y a des opportunités de partenariat. C'est un moyen pour vous de capter une certaine clientèle qui est finalement extrêmement proche. Et à l'échelle du monde, la Champagne, elle est finalement au pied de la Tour Eiffel. Donc, il faut profiter de cette opportunité, mais ça se travaille évidemment au quotidien. Des questions par rapport à ça? Pas encore. Bon, vous êtes 16. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc je continue sur cette thématique en développant la notion de tourisme participatif, de nos tourismes immersifs. Avant de réfléchir à ce qu'on peut proposer en œnotourisme, on peut se poser une question essentielle, c'est comment les visiteurs perçoivent-ils réellement l'œnotourisme? Et c'est vrai que souvent, en tant que vigneron, vous pouvez avoir une vision très produit, très technique. Mais finalement, est-ce que c'est véritablement ce que les visiteurs recherchent en priorité? Alors j'ai découvert une étude qui a été menée en Bourgogne et qui a analysé la manière dont les touristes conçoivent l'œnotourisme. Et on voit qu'il y a une perception assez duale entre le patrimoine et le produit. Et quand on demande aux visiteurs ce qu'est le no-tourisme, eh bien, on obtient deux grandes tendances. Un, la patrimonialisation, et c'est-à-dire que les visiteurs associent le no-tourisme à la découverte avant tout du patrimoine viticole et culturel. Et donc, ce qu'ils recherchent dans ce cadre, ce ne sont pas simplement du vin acheté, des bouteilles achetées, mais finalement, c'est des histoires, c'est la transmission d'un savoir-faire, c'est l'histoire du vigneron, de sa maison, c'est un ensemble autour des paysages, de l'architecture. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que dans un domaine, on ne doit pas être centré uniquement sur la dégustation, sur la vente du vin, mais davantage sur un récit, sur une mise en scène du territoire. Et c'est là où on a aussi une vraie différenciation entre le no-tourisme, qui est finalement vivre une expérience avec le vin comme thématique, et le développement commercial de son exploitation avec la vente directe, où bien on va accueillir pour faire découvrir vraiment le produit dans le but d'une vente. Donc le produit vin, il reste évidemment central, mais il n'est pas toujours mis en avant de la même façon. Et d'ailleurs, les visiteurs dans cette étude des régions identifient certains types de vins spécifiques par rapport à la région. C'est-à-dire que par exemple, la Bourgogne, ils vont identifier ça sur du vin rouge et du vin blanc. Sur le Bordeaux, on sera plus sur une image de prestige. Et puis sur la Champagne, on sera aussi sur l'image du prestige, mais aussi sur, par exemple, l'événementiel, la fête, mais sans forcément nécessairement avoir une connaissance approfondie du sujet. Et nous, en Champagne, on a un avantage compétitif fort. On a cette image de prestige et de singularité, mais cette image, elle suffit plus à séduire les nouvelles générations. Et finalement, la dimension boire-alcool, elle est instable dans la perception du visiteur. Autrement dit, l'association de l'œnotourisme avec la consommation d'alcool n'est plus systématique. Ça reflète un changement dans les comportements qu'on note également dans les chiffres où on voit une baisse régulière de la consommation d'alcool, avec une approche qui est plus modérée et plus occasionnelle de la consommation de vin. Et donc, il faut savoir penser le tourisme comme quelque chose qui peut être de l'ordre de la patrimonialisation et pas simplement de l'ordre de la dégustation.
Alors ça signifie quoi pour vous en tant que vigneron? C'est pas se limiter à la dégustation. Quand on crée une offre de no-tourisme, il faut aller au-delà du simple produit et proposer des expériences qui englobent un ensemble de choses comme le patrimoine, le territoire, le terroir et l'histoire. Et puis penser à des offres construites, structurées pour créer des expériences, même ponctuelles. Et ces expériences, évidemment, elles sont là pour être marquantes, différenciantes, efficaces, parce qu'on est aussi dans un contexte de concurrence accrue, qu'il y a de plus en plus d'offres no-touristiques, et je parle pas simplement au cœur de la Champagne, mais le no-tourisme, c'est quelque chose qui est évidemment à l'échelle de la France une activité importante. Donc beaucoup de vignobles, beaucoup de vignerons font des efforts et mettent leur imagination à profit de plus en plus pour créer des offres attractives. Et donc le visiteur, il faut le considérer comme un client potentiel, un prospect potentiel, mais qui ne va pas simplement goûter au champagne. Il veut comprendre pourquoi il est unique, ce que dit le territoire et ce que dit l'histoire du territoire. Donc le no-tourisme de terroir, c'est aussi une orientation à prendre en compte, et là plus du côté technique, donc sur la partie sensorialité, sur la partie du vigneron qui lui va s'amuser à travailler la dégustation, mais pas simplement en tant que consommation pure, mais aller chercher une lecture un peu plus sensorielle du terroir, où chaque champagne va raconter une histoire unique et on va pouvoir développer une expérience autour de la sensorialité, avec des dégustations à l'aveugle, on voit des offres parfois avec de la dégustation et de la sophrologie. On aime bien aussi des ateliers, par exemple chez Lehmann, où on a des dégustations autour du verre. Pourquoi le verre va transmettre tel et tel arôme, pourquoi le verre va permettre telle et telle perception du vin. Donc le no-tourisme de terroir, c'est tout ce qui va être lié à la découverte du champagne, la mise en lumière de ce produit, mais à travers les métiers, l'artisanat, les savoir-faire des vignerons. Autre tendance forte, le no-tourisme événementiel. On trouve de plus en plus d'événements dans les destinations enotouristiques, y compris en Champagne, tout au long de l'année. Et on va trouver 3 types d'événements sur lesquels vous, vignerons, vous pouvez vous intégrer. Il y a évidemment l'événementiel touristique par le biais d'éléments clés du territoire sur lequel vous allez pouvoir vous inscrire, vous intégrer, participer. On va trouver également l'événementiel d'affaires. Alors moi, je trouve qu'on n'a pas énormément d'offres sur le tourisme d'affaires. Ça commence progressivement, mais il y a encore matière à développer des choses. Et sur les tendances du développement du tourisme d'affaires, on voit que il y a un regain d'intérêt pour les entreprises à développer des séjours, des team building avec leurs collaborateurs et donc à trouver des expériences intéressantes. Donc c'est une niche aussi sur laquelle on peut travailler quand on veut développer le no-tourisme. Et puis bien sûr, on a l'événementiel sportif. Et tout au long de l'année, on voit un certain nombre d'événements sur les territoires enotouristiques. Alors, ce qui est intéressant dans l'événementiel, c'est qu'on est moins concentré sur la saisonnalité. On peut créer des événements tout au long de l'année et justement pour faire vivre les périodes un petit peu plus calmes, la basse saison, à travers des événements, que ce soit de l'événement sportif, que ce soit l'événementiel d'affaires ou bien touristique. On est bientôt sur la Saint-Valentin. Et bien là, c'est un événementiel classique, traditionnel, mais sur lequel on peut travailler pour créer une offre. Voilà, par exemple, un événement au Château Gassier en Provence, les soirées cinéma en plein air, ça fait partie des événements qui peuvent être intégrés dans votre agenda des manifestations. Et votre agenda des manifestations, il peut combiner des événements personnels que vous allez créer vous-même pour recevoir vos clients avec des portes ouvertes ou des offres
telles que un cinéma en plein air ou des offres telles qu'une visite spécifique à un moment donné à la bougie dans vos caves ou dans les vignes. Et puis l'agenda peut intégrer également des événements du territoire, ce qui va vous permettre d'alimenter des expériences tout au long de l'année. Les événements sportifs, on en a pas mal sur le territoire de Champagne. Ils fonctionnent très très bien en général. Je crois même que certains sont vite débordés par le nombre d'inscrits. Je pense aux trails, aux rallyes, aux dégustations dans les vignes, aux marches gourmandes, etc. Souvent organisées par des associations. Et là encore, ce sont des événements intéressants à intégrer dans vos agendas. Alors moi, quand je parcours les sites internet viticoles, pour ceux qui font de l'œnotourisme, mais pas que, les vignerons d'une manière générale pourraient davantage reprendre des agendas événementiels, des événements à intégrer dans leur communication, c'est-à-dire sortir parfois un petit peu de sa zone de confort, et puis même ça peut être aussi intéressant parce qu'on ne sait pas toujours, quand on va sur les réseaux sociaux, on communique sur la vigne, sur la fleur, sur telle saison dans les vignes, sur les assemblages, sur le tirage, sur les vendanges, etc. Mais n'oubliez pas de communiquer sur votre territoire parce que mieux vous le valoriserez, plus vous le mettrez en avant à travers les événements et plus vous allez apporter de la valeur ajoutée à votre territoire. Et cette valeur ajoutée, c'est un gain aussi pour vous et c'est une opportunité. Autre tendance forte, je le lisais encore récemment, le tourisme culinaire est considéré comme une révolution en marche dans le secteur touristique. Alors vous allez me dire, oui, mais le tourisme culinaire, forcément, le no-tourisme s'y intègre parfaitement. Oui, bien sûr, ça fait partie complètement d'une offre no touristique. Elle semble s'affirmer comme un segment en pleine effervescence, avec une croissance annuelle prévisionnée d'un taux de 14%. Donc c'est évidemment tout un panel d'offres au cœur des destinations que l'on va pouvoir trouver au fur et à mesure. Et il paraît que 63% des touristes choisissent leur destination donc, en fonction des expériences qu'ils souhaitent vivre, bien sûr, plutôt qu'en fonction d'un hébergement ou même d'un site géographique. Et dans ce contexte d'expérience, les expériences gastronomiques occupent une place stratégique aux côtés du sport. Donc, écoutez, c'est pas mal finalement. Faire du sport et manger, c'est quelque chose qui permet d'atténuer les effets de la gastronomie. Mais quand on parle de tourisme culinaire, d'expérience culinaire, on ne parle pas simplement d'aller au restaurant. On parle d'offres diversifiées, d'offres immersives qui vont englober des cours de cuisine, des expériences à la ferme, sur les exploitations viticoles, évidemment des festivals et des événements gastronomiques, et puis les parcours de dégustation. On parlait des marches gourmandes qui ont vraiment beaucoup de succès. Donc toutes ces nouvelles formules autour de la gastronomie et du culinaire prennent de l'ampleur et constituent des points de visibilité et des opportunités pour vous à faire vivre dans votre communication. Encore une fois, même si vous n'êtes pas participant, même si ce n'est pas intégré dans vos offres, mais qu'il y a des événements associés sur le territoire, n'hésitez pas à communiquer dessus, car ça sera toujours source de valeur ajoutée pour vous. Et le tourisme culinaire est aussi une forme de tourisme durable, de slow tourisme, où on prend le temps de déguster, et on a aujourd'hui même des offres zéro déchet, vegan, bio, autour du vin et de la gastronomie. Et donc, miser avec des collaborations avec des acteurs locaux, des producteurs du terroir. Peut-être qu'il faudrait trouver des synergies pour travailler avec les producteurs de champagne et d'ailleurs, dans un rayon kilométrique acceptable en termes de produits locaux, pour pouvoir créer des synergies. Bien sûr, des ateliers culinaires avec des produits locaux, c'est forcément quelque chose qui est recherché, mais aussi des événements tout au long de l'année peuvent être créés autour de ces espaces thématiques culinaires. Donc le culinaire, la gastronomie, c'est vraiment loin d'être un effet de mode. Et ça permet aussi d'enrichir l'attractivité de la destination et de créer de l'événementiel tout au long de l'année, tout en manifestant aussi un engagement de durabilité avec des partenariats sur des produits locaux.
Alors j'ai trouvé cet événement à Cahors, dans le Quercy, le festival Toc et Truffe. C'est un festival donc culinaire autour du vin et de la truffe, mais ce qui m'a paru intéressant, c'est que c'est un festival de vin et de gastronomie qui commence le 18 janvier jusqu'au 5 mars 2025. On peut retrouver ces informations-là. Mince, j'ai oublié de noter la maison le château qui propose l'agenda. Je vous le redonnerai par ailleurs si besoin. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un agenda sur une période où la saisonnalité est quand même assez faible, hein, janvier à mars, c'est vraiment la période creuse. Et l'agenda, il est extrêmement complet avec des événements chaque semaine qui se répètent parfois. On peut s'inscrire à différentes dates, mais qui est très très riche. Et j'ai trouvé que c'était un événement très intéressant pour faire vivre la bas de saison. Le bien-être, c'est évidemment une forme de tourisme qui est très tendance. Quand on parle bien-être, on pense spa, Caudalie, le vin associé à des soins. Oui, bien sûr, ça en fait partie, mais pas que. Le bien-être, ça s'inscrit dans un mouvement un petit peu plus large, dans un contexte aussi post-Covid, pandémie, santé fragilisée, où le tourisme est devenu à ce moment-là un peu un espace thérapeutique, hein. On se souvient de cet engouement après les confinements de retrouver la liberté et le besoin de prendre soin de soi, de se ressourcer. C'est un marché très porteur qui connaît une croissance de 7% par an le tourisme de bien-être, eh bien, on a deux composantes essentielles. C'est évidemment le bien-être, la façon de se ressourcer, pardon, mais associé souvent à une découverte culturelle. On voit de plus en plus d'offres bien-être se développer dans les territoires pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Et on peut associer cette tendance-là à ce qu'on appelle également le slow tourisme, c'est-à-dire le tourisme lent, le tourisme où on prend le temps de découvrir, où on prend le temps d'avoir des expériences sensorielles et où on trouve un cadre propice à la détente et à la reconnexion. Donc les vignobles, eh bien, ce sont des lieux tout à fait intéressants pour leur paysage, le rythme lent au fil des saisons, le rythme lent du travail de la vigne et du travail de vigneron, et puis d'y associer parfois des expériences assez insolites. J'ai trouvé des choses autour de la méditation et de la dégustation en pleine conscience pour explorer les arômes du vin différemment. On trouve ça d'ailleurs au champagne Jacquinet du Mai. On a des exemples Vino Yoga Retreats en Italie qui combinent relaxation et œnotourisme. On a des exemples de randonnées de slow tourisme viticole avec des balades sensorielles dans les vignes ponctuées de haltes de dégustation. On a trouvé également des parcours bien-être qui mêlent des découvertes botaniques et des exercices de respiration. J'ai trouvé également des expériences de barefoot walking, qui veut dire marcher pieds nus, pour une connexion maximale avec l'environnement viticole. Voilà, donc on peut trouver pas mal de choses et en tout cas les prestataires font preuve de pas mal d'originalité pour proposer des offres associées à ces retraites bien-être. Voilà, donc on connaît bien, peut-être, vous connaissez également le Champagne Yoga, le Champagne Rémy Massin qui propose cette offre régulièrement. Œnotourisme, c'est aussi l'occasion de pouvoir proposer de la micro-aventure. Donc la micro-aventure, c'est quoi? C'est une aventure qui permet de ressentir toutes les sensations d'une grande aventure, mais pas trop loin. On ne va pas partir à Bali ou à l'autre bout du monde pour faire de la micro-aventure. Ça va être une aventure, donc une expérience de courte durée, euh, qui va être relativement simple à réaliser, qui est pas trop cher. Quand on parle d'aventure, en général, on est sur des budgets qui sont pas différents du premium, proche de chez soi. On peut prendre un TER, un train et hop, se rendre dans une destination pour pratiquer cette aventure et avec une démarche respectueuse de l'environnement.
Et j'ai découvert que l'Aube, d'ailleurs, mettait en avant différentes expériences de micro-aventures sur son territoire. On en a bien sûr sur les différents territoires de Champagne. On trouve par exemple un escape game, on en a un petit peu partout maintenant, ça se développe de plus en plus. On trouve des balades écotourisme en forêt de Clairvaux. On a aussi la maison de champagne Richardot qui propose aux visiteurs l'exploration du vignoble en VTT assistance électrique. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve assez fréquemment, mais qui combiné voilà, à différentes offres, à différentes prestations sur le territoire, permet de créer des week-ends, micro-aventures, avec différentes expériences œnotouristiques. Donc encore une fois, c'est une tendance, ça veut dire qu'il faut savoir parler au client qui est en attente de cette micro-aventure et dans son discours, dans son storytelling, dans la communication sur ses offres, eh bien on va utiliser ces mots, ces interactions autour de l'aventure, de la micro-aventure, le fait de vivre une expérience avec une certaine intensité, d'avoir quelque chose d'original, pas très loin de chez soi. Voilà un petit exemple d'un vignoble, le château de Haute-Serre, qui propose des balades en trottinette électrique, qui est une forme donc de micro-aventure, on peut dire, et qui doit s'associer évidemment ensuite à la découverte du vignoble et des produits de la maison viticole. Alors les familles, c'est une cible intéressante, c'est souvent un segment sous-exploité. Quelques chiffres clés, 26% des visiteurs non touristiques viennent en famille et 75% des familles recherchent des activités qui mêlent découverte et divertissement. C'est vrai que les familles ont tendance à être un peu le parent pauvre de l'œnotourisme et pourtant, je pense qu'il y a des expériences à créer autour de la découverte en famille. Certains vignerons s'y sont mis. Quand je pense découverte en famille, c'est pas simplement un coloriage dans un coin du caveau pour occuper les enfants pendant que les parents font la visite. Je pense vraiment à créer une offre famille avec l'intégration des enfants dans le discours, dans la visite, de création d'offres vraiment différenciantes sur lesquelles on va pouvoir communiquer et attirer cette cible. Euh, j'ai trouvé ce petit exemple d'une maison de vin, de domaine Cadillac, qui propose des jeux de raisins. Ça s'appelle les jeux de raisins de la maison des vins de Cadillac. Et donc, il y a un petit parc à l'extérieur, très ludique, accessible aux enfants, avec des questions, des roues, des choses de type marelle, botanique. Voilà, tout un tas d'installations qui sont tout à fait intéressantes pour attirer les enfants. On peut trouver pas mal de choses, hein, de l'ordre du participatif pour les enfants. On peut créer des choses avec des bouchons de champagne, on peut travailler sur des ateliers bricolage. Mais il faut, voilà, je pense qu'il y a encore vraiment beaucoup à faire sur l'accueil des familles. C'est une cible intéressante. Avec un certain pouvoir d'achat et les familles sont prêtes à aller dans des espaces viticoles, dans le vignoble, en famille, à condition d'y trouver les offres adaptées pour faire participer les enfants, parce que finalement, ben, partager ces moments-là en famille, c'est aussi quelque chose qui est important. Et de travailler sur des souvenirs communs. Voilà une autre petite slide famille, ou découverte de la vigne et de la vinification pour les enfants de 3 à 15 ans. Ils vont récolter du raisin, des feuilles, des cailloux. Ils vont découvrir le rôle de tout cela. Ils vont apprendre aussi à déguster du jus de raisin comme des pros. Ils vont mettre des étiquettes et des capsules eux-mêmes sur une bouteille. Donc on est vraiment en mode participatif. Ce sont des offres comme celle-ci qui sont très très adaptées aux enfants. Je voulais vous faire un point sur le no-tourisme et l'intelligence artificielle, donc sans aller trop dans les détails. Je ne sais pas si vous utilisez l'intelligence artificielle au quotidien. Est-ce que certains d'entre vous l'utilisent? Vous pouvez lever la main. Camille, comment on fait? On clique sur lever la main? Ouais. Oui. Attendez, je vais Jules. ouvrir Ok, je vais ouvrir le ouais. micro. C'est bon. Non?
Ouais, il y a un intérêt aujourd'hui. Alors on verra qu'il y a une dualité aussi entre l'utilisation de l'IA et des notions environnementales, mais c'est vrai qu'on est en train de vivre une révolution incroyable. On voit de plus en plus de séminaires, voilà, il y a une intervention autour de l'intelligence artificielle et d'exploitation dans le tourisme. C'est un vaste sujet, mais clairement, au quotidien, ça peut être utile pour certains d'entre vous qui manquent de temps pour rédiger un contenu pour les réseaux sociaux, répondre à un avis client, travailler le référencement de son offre non touristique et de trouver les bons mots-clés. On a évidemment une possibilité avec l'intelligence artificielle, une possibilité nouvelle de travailler des contenus, de mieux communiquer et de gagner du temps. Maintenant, évidemment, le revers de la médaille, c'est que une recherche sur ChatGPT consomme environ 10 fois plus d'électricité qu'une recherche sur Google et qu'une conversation moyenne avec ChatGPT consomme approximativement 500 millilitres d'eau. Et c'est donc des impacts considérables si on considère qu'il y a 1,5 milliard d'utilisateurs mensuels. On entend parler de nouvelles plateformes d'intelligence artificielle, moins consommatrices d'énergie. Je pense qu'on va aller vers des outils peut-être plus sobres. Mais en tout cas, il est clair que c'est une révolution. Donc il faut se former, s'informer et pourquoi pas l'utiliser avec modération, finalement, comme le champagne au quotidien. D'autres l'utilisent dans leur quotidien. J'ai vu un participant sur, vous êtes 18 en ce moment. Oui, un. Ok. Donc, bah, du coup, il y a du boulot. Formez-vous ou formez vos équipes. Vous pouvez peut-être aussi avoir un pro de l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle pour vous au quotidien, mais aussi l'intelligence artificielle dans vos contenus. Alors, cette image que je présente sur la slide, je l'ai créée avec l'intelligence artificielle, en l'occurrence DALL-E, sur ChatGPT. Et évidemment, ça m'a permis de créer une image autour du vigneron de Champagne dans la cave qui exploite l'intelligence artificielle. Alors après, des fois, elle bug parce que je ne voulais pas de fût derrière le monsieur et j'ai beau lui demander un certain nombre de fois de ne pas mettre des fûts, il n'en a pas des mordus, donc voilà, j'ai une image avec des fûts. Donc c'est pas toujours évident d'utilisation, mais voilà, il y a moyen de l'utiliser et il y a moyen de l'utiliser aussi au quotidien dans votre euh, sur vos exploitations, avec notamment par exemple cette application de réalité augmentée qui permet d'avoir une histoire qui se raconte quand on met le smartphone devant la bouteille de vin. Vous avez peut-être déjà vu ça sur des salons ou dans des interventions diverses et variées, mais on peut avoir ce type d'exploitation au niveau de l'œnotourisme avec, on peut imaginer, de raconter une histoire au fur et à mesure du parcours de votre domaine en utilisant des applications de réalité augmentée. Donc là, on est vraiment dans de la technologie, dans des investissements, donc ça veut dire dans des projets œnotouristiques concrets avec des objectifs derrière, de levier de développement économique de l'exploitation. Voilà, donc comme je le disais, ChatGPT, l'intelligence artificielle, c'est un outil incroyable. Mais très énergivore. Et aujourd'hui, je ne pouvais faire cette intervention sans vous parler de nos tourismes durables. On a vu en début d'intervention que la clientèle internationale était en augmentation. On a vu cette combinaison d'offres Paris-La Champagne qui pouvait être très porteuse en termes de développement touristique. Et donc pour vous, en termes de mise en avant de vos exploitations en termes de développement d'image et en termes, pourquoi pas, de diversification avec des offres de plus en plus structurées sur les territoires pour répondre à cette dynamique. Mais évidemment, le tourisme peut être aussi un facteur pénalisant au titre de la responsabilité de durabilité que l'on a au quotidien. Et donc, c'est quelque chose que vous devez travailler aujourd'hui sur vos exploitations. Bien sûr, vous êtes dedans dans votre produit. Vous avez déjà probablement des réflexions et parfois pris des mesures pour aller vers une viticulture plus durable. Et bien dans le tourisme, évidemment, il y a une cohérence à avoir avec cette dynamique
pour réduire l'empreinte carbone du secteur touristique qui est importante. Si on regarde quelques chiffres, vous les connaissez peut-être pour certains d'entre vous, si on regarde le tableau de bord d'Atout France, qui est l'organisme d'ingénierie touristique du ministère du Tourisme, on voit bien que le transport est un élément majeur de la consommation, de la réalisation de gaz à effet de serre. Et ce tableau présente un petit peu tous les points de consommation, de répartition par source d'émissions des gaz à effet de serre, avec la mobilité qui est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre. Vient ensuite l'hébergement, ensuite on a les croisières, on a les achats de biens touristiques, la restauration, le sport et loisirs, l'événement d'affaires. Comment prendre en compte tout ça dans son offre quotidienne, dans sa stratégie de diversification, d'accueil de la clientèle au sein de son exploitation? C'est clair que c'est toute une démarche, un travail à faire sur le long terme, un plan d'action à développer, avec les objectifs qui sont d'améliorer et de différencier votre offre, car clairement, aujourd'hui, si vous affichez une étiquette environnementale sur vos activités d'accueil, en plus de votre vin, vous allez marquer la différence et la cohérence globale de votre exploitation, de faire connaître vos actions en faveur de l'environnement, de fédérer et de fidéliser vos équipes autour d'un projet valorisant. Et on sait qu'aujourd'hui, le recrutement de personnel qualifié n'est pas toujours évident, mais que d'avoir ces valeurs-là à proposer à ses équipes est un plus. Et puis d'intégrer les éco-gestes dans son activité d'accueil au public et dans ses visites. Donc le tourisme durable, c'est une démarche de tourisme positif. Il faut voir aussi comme ça, comme quelque chose pas forcément de contraignant, mais dans la positivité, qui va être centrée sur la qualité des produits touristiques, en intégrant des notions de qualité environnementale et sociale. Alors il y a un très beau guide qui a été réalisé par Gironde Tourisme et qui propose justement pour chaque poste de réfléchir et de voir très concrètement, très pratiquement comment on va pouvoir aller vers une démarche plus responsable au quotidien. Donc ça prend en compte un certain nombre de briques, par exemple des éco-gestes, des achats responsables. On va penser global, c'est-à-dire comment avoir un approvisionnement ancré dans le territoire et la saisonnalité pour diminuer l'empreinte carbone. Et ensuite, on a la brique j'agis en local, c'est-à-dire que je vais essayer d'identifier les fournisseurs locaux tout en étudiant la saisonnalité et proposer, par exemple, des pique-niques. Accueillir des ruches, pourquoi pas, et établir des relations de confiance avec des partenariats, en créant des partenariats avec un apiculteur, penser au recyclage et détourner les usages pour créer des nouveaux produits et les vendre en boutique, et puis identifier la provenance de tous mes fournisseurs. Ça peut être voilà une action. Alors on n'est pas obligé de mettre en place toutes les actions d'un coup, bien sûr. Moi je pense qu'il y a un agenda de la progression à réaliser et d'y aller petit à petit. Et peut-être qu'une année on va travailler sur les éco-gestes des achats responsables. Ce guide de Gironde Tourisme nous donne des exemples expérimentés avec par exemple, certains l'ont fait en termes de produits culinaires à base de vin pour sa boutique. Ensuite, il y en a d'autres qui ont développé des offres pique-niques ou des brunchs à la propriété avec des produits du terroir. Donc là encore, la création de synergies et de partenariats locaux. D'autres qui ont développé un miel en particulier avec un apiculteur local. Un grenier aux plantes a été réalisé sur un vignoble pour réaliser des tisanes et des soins de la vigne dans un cadre, je crois, de biodynamie. Voilà des exemples qui peuvent vous inspirer, pourquoi pas. Autre brique qui peut être une seconde étape à travailler sur vos exploitations, c'est évidemment la brique éco-geste énergie. Donc là encore, sur le lieu d'accueil et de séjour, comment avoir une certaine sobriété, mais aussi comment détecter et mettre en place des économies d'énergie sur les équipements. Donc il faut essayer de passer à la loupe l'efficacité énergétique de l'électroménager. Par exemple, si vous avez des lave-verres, des sèche-mains, des lave-linges, réfrigérateurs, cave à vin, il peut être intéressant d'aller vérifier toutes les étiquettes énergie de ces appareils que vous utilisez. On peut mettre aussi des décompteurs énergétiques sur les prises pour voir combien consomment ces appareils et pour pouvoir faire un bilan annuel. Là encore, on a, je reviens avant, non, j'ai une slide qui n'apparaît pas.
Et oui, c'est là. Des exemples expérimentés sur la partie énergétique. Non, je reviens en arrière, je me suis trompée, petit bug. Ah oui, ce que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est que l'ADEME a sorti des étiquettes énergétiques, parce que dans les, dans les magasins, quand on achète un produit, c'est pas toujours à jour, mais on peut avoir sur le site de l'ADEME de reconnaître l'efficacité des appareils, et on voit qu'il y a quand même encore une grande hétérogénéité entre les différents appareils, avec certains qui sont classés A++, d'autres où vous n'aurez pas mieux que D, si je pense par exemple à certaines lampes LED ou même au Cava 20, où on n'a pas mieux que D actuellement. Je crois voir même des télévisions où au mieux on a des télévisions sur du C, alors que si on va sur un lave-linge, on peut avoir du A++. Donc vous voyez, c'est pas toujours évident de s'y repérer, donc ça peut être intéressant d'avoir ces étiquettes énergétiques en tête, notamment si vous créez des gîtes aussi, des chambres d'hôtes, et que vous avez un investissement massif en termes d'électroménager. N'hésitez pas à aller consulter aussi les cahiers des charges des réseaux de labels. Je pense à Clé Verte, je pense au label d'écotourisme de l'ADT de la Marne, à l'écolabel européen, qui ont tous des outils, des cahiers des charges qui sont pas forcément très rebutants, mais qui vont vous permettre d'analyser au quotidien les éco-gestes à mettre en place dans vos activités touristiques. Voilà, donc il y a aussi les éco-gestes de l'eau, les éco-gestes concernant les produits chimiques, les éco-gestes des déchets, bien sûr, avec le tri des déchets, et les éco-gestes d'une manière générale de la vigne, avec pardon, avec des, des petits gestes qui peuvent être mis en place, notamment je pense à un jeune vigneron qui a travaillé en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux, qui peut offrir qui offre un lieu donc pour la faune et la flore, pardon. Certains ont travaillé avec des naturalistes, d'autres travaillent sur la biodiversité, d'autres travaillent sur des visites pédagogiques pour expliquer la saisonnalité, la biodiversité, les démarches biologiques dans les vignobles. Voilà quelques initiatives qui peuvent être mises en place. Et puis, j'ai trouvé aussi ça à Germaine. On a des animations de géocaching autour de la biodiversité qui sont intéressantes à découvrir en famille. Enfin, une application de réalité augmentée autour de la nature, du vignoble et de la biodiversité, qui sont également des idées à travailler sur nos territoires pour pouvoir proposer des choses un petit peu ludiques et qui mettent en avant cette corrélation entre viticulture et développement durable. La mobilité, c'est également un sujet, on l'a vu, la mobilité dans le tourisme, c'est ce qu'il y a de plus problématique en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Sur la mobilité, je pense à une initiative comme Bulle Verte, qui est une entreprise qui propose des écostations, vous connaissez peut-être, et qui permet de recharger des véhicules électriques ou des vélos électriques à différents endroits du vignoble, et qui travaille avec des partenariats avec des viticulteurs pour pouvoir favoriser la mobilité douce à l'occasion de balades dans le vignoble, en véhicule électrique, en vélo électrique, etc. Vous pouvez aussi faire l'acquisition d'une borne de recharge électrique, et il y a des aides pour les entreprises aujourd'hui, notamment dans le tourisme, au niveau de la région Grand Est. Allez voir sur le site de la région Grand Est pour des aides à l'acquisition d'une borne de recharge pour véhicules électriques. Il ne faut pas oublier le volet essentiel quand on parle durabilité, car la durabilité, c'est aussi l'accessibilité. Et donc, il y a tout ce volet qui doit être pris en considération. Quand on ne peut pas le faire pour des raisons techniques ou des raisons budgétaires, parce qu'on ne peut pas investir dans un ascenseur à 50 000 euros pour proposer une visite, eh bien, on peut avoir des éléments de compensation, on peut trouver des astuces
à travers des applications pour pouvoir proposer finalement une expérience qui permette de découvrir votre vignoble, qui permette de découvrir vos produits, qui permette de découvrir l'expérience du territoire à travers des outils technologiques sur vos exploitations pour pouvoir proposer une accessibilité à vos expériences à tous. Un autre exemple, un safari vigneron responsable, ça c'est près de Montpellier. J'ai trouvé cette initiative sympa, avec l'idée du safari où on va aller à la recherche d'informations sur la biodiversité, sur la faune, sur la flore du vignoble, tout cela en groupe, en famille ou entre amis. Donc on est dans l'événementiel, on est dans le durable, on est dans l'expérientiel, et on est évidemment chez le vigneron. Voilà, je conclurai par ceci, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir aujourd'hui transformer l'imaginaire du luxe que peut parfois avoir le vignoble de Champagne en l'occurrence, et du confort un petit peu trop bling bling, si on considère que finalement le luxe aujourd'hui, et c'est attendu par la clientèle touristique, c'est d'avoir du temps, c'est d'avoir du calme et c'est d'avoir un espace à soi ou un espace en famille. Ça peut être juste une cabane remplie de belles choses ou une belle rencontre. Et ça, c'est vraiment source de plaisir et de bonheur. Et je pense que c'est à partir de ça, finalement de petites choses, qu'on va créer des grandes expériences. Pour autant, ça doit se faire dans un contexte de professionnalisation pour pouvoir développer, construire, communiquer et distribuer. Et ça, c'est véritablement les étapes de votre travail de prestataire touristique. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée, bien sûr, mais en attendant, si vous avez des questions, je suis à votre écoute, n'hésitez pas. Bon, c'est vrai qu'il est presque 18 heures, c'est la fin de journée. Pas de questions, Camille? Peut-être que je ne les vois pas. Non, non, il y en a pas justement. J'allais dire que si vous souhaitez plutôt poser les questions dans la conversation, c'est possible aussi, ou sinon vous levez la main et j'active votre micro. Bon, j'espère que je vous ai pas tous endormis. En tout cas, vous êtes restés. Donc voilà, je suis ravie que vous soyez tous restés à ce webinaire. C'est vrai que c'est toujours aussi une expérience de communiquer devant un écran sans pouvoir échanger avec vous. Et j'aime bien le format formation parce qu'on a beaucoup plus d'interaction. Merci à vous. Merci, bonne soirée, Aurore. Merci, Philippe. Un compte rendu, peut-être les slides, oui, sans doute. Je pense que l'animation sera enregistrée et après, Oui, si vous me le demandez par mail, je peux vous envoyer le support de ce webinaire. le, le replay du webinaire sera mis en ligne sur le site Chambre d'agriculture du vignoble champenois. Alors, peut-être pas demain, mais dès la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Merci, Champagne-le-Galais, merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée, Julien. Très bien, merci à vous. On va clôturer ce webinaire. Je vous invite à vous inscrire au prochain webinaire, pas forcément sur le no tourisme,